Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue donc à notre webinaire dédié aux petits CSE. Donc, dans un premier temps, on va se présenter l'un et l'autre. Je vais laisser donc William se présenter. Bonjour tout le monde. Donc, je suis William Jourdan, 36 ans, directeur de mission chez Secafi depuis 5 ans. Mon métier au quotidien, c'est de vous accompagner sur la gestion comptable et administrative de votre comité. Très bien. Eh bien, à mon tour de me présenter, donc je m'appelle Lauriane, je suis donc consultante dans le cabinet Secafi depuis maintenant 4 ans. Donc, de mon côté, je suis sur la région sud-est, donc basée plutôt à Lyon. Et donc, ça fait 4 ans aussi que j'accompagne donc les petits, les moyens et aussi les grands CSE. Présentation un peu plus large de Secafi. Donc, Secafi, c'est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des élus depuis près de 40 ans. Donc, nous accompagnons les élus sur différentes thématiques, que ce soit sur l'expertise des comptes, les expertises liées aussi aux conditions de travail, également de la formation tout au long de votre parcours, mais aussi, et c'est ce qui vous réunit dans ce webinaire, la gestion comptable et administrative de votre comité. Donc, c'est-à-dire tous les process comptables, que ce soit de la tenue de la révision, mais également la construction de votre budget, l'élaboration des comptes annuels et de l'audit, que ce soit en prise de mandature ou en fin de mandature. Tout à fait. Merci pour ce petit résumé, William. Donc, désormais, on va passer en fait au support qu'on a donc mis en place pour essayer de vous transmettre quelques petites informations. Donc, comme on vous l'a dit, dédiées spécialement aux petits CSE, d'accord. Donc, je reviens juste sur 2-3 petits points techniques. Au cours donc de cette petite heure, il y aura quelques sondages, d'accord. Donc, on vous laissera des petits tons, des petites questions qu'on va vous poser. On vous propose de participer un petit peu à ce webinaire, donc en répondant à ces sondages. Ça s'affichera sur votre écran. Dans un deuxième temps, vous pourrez donc revoir, avoir un replay de cette présentation. Voilà, si on est passé trop vite sur certaines choses, si vous avez besoin de revoir, ce sera mis en ligne par la suite. Et dans un troisième temps, il y aura également un support, d'accord, donc qui sera pareil, mis en ligne par la suite. Donc vous retrouverez toutes les informations de ce webinaire. Voilà, si jamais vous avez raté quelque chose, en ligne par la suite. Donc, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est vous partager le support qu'on a préparé pour vous et donc toutes les informations qu'on va essayer de vous transmettre, d'accord? Alors, assez brièvement, parce que c'est une petite heure, il y aurait tellement de choses à dire. Mais du coup, on va essayer de vous transmettre au maximum des informations donc, dans la prise de mandature des élus dans un petit CSE. Alors, je vais l'agrandir. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler essentiellement des petits CSE. Déjà, comment savoir si on est un petit CSE? Il y a 3 catégories de CSE, d'accord? Il faut arriver à se classer, on va dire, à se retrouver dans une de ces catégories. Le petit CSE, on le reconnaît, donc à ses ressources annuelles qui n'excèdent pas 153 000 €, d'accord? Donc, il faut prendre en compte toutes les ressources du CSE auxquelles on retranche donc les éventuelles participations des salariés aux activités sociales et culturelles. Donc, on dit aussi ASC pour aller plus vite. Donc, si j'emploie ce terme, sachez que c'est activités sociales et culturelles. Donc, ici, on retranche cette somme et également les produits de cession d'immeubles. D'accord? Donc, si jamais le CSE a un mobil-home, un chalet et qu'il le vend, eh bien, la plus-value éventuellement, la vente qu'il va effectuer, ne sera pas prise en compte dans les ressources pour savoir si vous êtes un petit, moyen ou grand CSE. Et il faut également donc déduire le reversement au comité central s'il y en a un. Donc voilà comment être petit CSE. Ensuite, je vais quand même faire un petit laïus sur le moyen et le grand CSE, même si ces deux tailles de CSE seront vues dans d'autres webinaires. D'accord, il a déjà été vu le moyen CSE la semaine dernière et le grand CSE sera à venir. Donc, pour le moyen CSE, si vous dépassez donc 153 000 € de ressources, il y a donc 3 questions à se poser. Au niveau des salariés, si le CSE est employeur, il peut être employeur, le CSE, d'accord. Si vous avez plus de 50 salariés, ou encore, dans un deuxième temps, vous avez des ressources annuelles excédant 3 100 000 €, et dans un troisième temps, donc troisième critère, un total de bilan qui excède 1 550 000 €. Si 2 de ces 3 critères donc, sont remplis, vous passez dans la catégorie des grands CSE. D'accord? Donc, pour être dans le moyen CSE, plus de 153 000 €, mais on ne remplit pas 2 de ces 3 critères. Ensuite, donc,
maintenant que j'ai un petit peu, on va dire, expliqué, on va dire, la taille des CSE, comment se retrouver, de toute façon, à l'avenir, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez des doutes, hein, de toute façon. Donc, je vais détailler un petit peu plus donc, la prise en main de mandature. Quelles sont les obligations à transmettre donc, pour le nouveau mandat, d'accord. Donc, il est bien dit que selon le Code du travail, les membres sortants doivent donc désormais remettre au nouveau comité un compte-rendu de fin de mandat. Donc ça, c'est bien l'article R2315-39 du Code du travail qui le dit, d'accord. Donc c'est obligatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, bien sûr, on a bien sûr interprété cet article, d'accord. Donc, dans un premier temps, peut-être que vous l'avez bien reçu, hein, ce rapport de fin de mandat, il doit y avoir un état des lieux patrimoniaux. D'accord. Donc, ça regroupe 5 cycles, 5 catégories. Dans un premier temps, la revue des biens. Donc, lorsqu'on dit la revue des biens, peut-être que le CSE donc, a du matériel, ça peut être un PC, ça peut être une imprimante, ça peut être un bien meuble ou immeuble. D'accord. Donc, le rapport de fin de mandat doit mentionner ce point-là. Dans un deuxième temps, la revue de la trésorerie. La trésorerie, qu'est-ce que ça englobe? Ça englobe les comptes courants, les livrets, les comptes à terme. Ça peut être de la caisse aussi, d'accord? Donc, tous ces points-là doivent être répertoriés dans le rapport de fin de mandat pour ensuite le transmettre aux nouveaux élus. Dans un troisième temps, nous avons la revue des stocks. Donc, peut-être que vous faites donc de la billetterie, des chèques vacances ou encore des chèques cadeaux, des événements, naissance, mariage, hein, tout ce qui est un peu autorisé par l'URSSAF. À ce moment-là, à la date de clôture, vous devez normalement répertorier hein, ces éléments. Ici, c'est à la date donc, de la fin de mandat. Vous devez faire un état des stocks et transmettre donc à la nouvelle mandature tous ces éléments. Dans un quatrième temps, nous avons les revues de créances. Qu'est-ce qu'une créance? Une créance, c'est une somme que le CSE doit encore percevoir. On peut retrouver dedans donc, les reliquats de subvention, puisque la subvention, donc, soit on vous verse un acompte, soit on vous l'envoie mensuellement. Il y a plusieurs manières de procéder. Dans tous les cas, un reliquat, à un moment donné, est nécessaire que vous percevrez sur l'année suivante. Donc, c'est une somme créance, on appelle une créance, donc les sommes éventuellement encore à percevoir, ou encore si des salariés, vous avez organisé un événement, des voyages, eh bien le salarié doit encore payer certaines sommes, donc c'est une créance. À l'inverse des créances, nous avons les dettes. Bien sûr. Donc, du coup, si vous avez donc, fait une demande de prestation auprès d'un fournisseur, vous avez parfois encore des dettes. Donc, il faut également les répertorier ou encore au niveau des salariés, hein, puisque ça peut être créance ou dette, vous pouvez effectuer des remboursements, par exemple, licence sportive. Hein. Donc, du coup, il faut faire état de ces dettes et idem, donc, les mettre sur ce rapport de fin de mandat. Donc là, on parle bien de l'état des lieux au niveau patrimonial. Que doit contenir de plus ce rapport de fin de mandat? On a également des éléments de gestion, d'accord, du précédent mandat. Donc, toutes les pièces comptables, légalement parlant, il faut garder les documents 10 ans, d'accord? Relevé de facture, relevé bancaire, liste d'émargement, contrat, tous les documents doivent être légalement gardés 10 ans. Si on se base sur l'URSSAF, pour le contrôle, on aura donc 3 ans en arrière plus l'année en cours, mais la loi dit bien de garder pendant 10 ans ces documents. Donc, ils doivent être transmis également. Ensuite, on a donc les communications adressées aux bénéficiaires pour les activités sociales et culturelles, les différents PV, donc toutes les réunions qui ont été effectuées au cours de la précédente mandature, que ce soit ordinaire ou extraordinaire, les PV de CSE doivent être transmis. Et dans un dernier temps, donc pour la gestion, nous aurons donc les documents de présentation des comptes approuvés, puisque chaque année, donc les petits CSE, moyens et grands, hein, donc tous les CSE doivent effectivement approuver leurs comptes. Donc il y a une présentation et ensuite ils sont approuvés au cours d'une séance extraordinaire. Ensuite, sur l'administration du comité, on va retrouver sans doute donc des lieux de stockage. Effectivement, chaque élu, chaque CSE a sa méthode de stockage. Elle peut être numérique, elle peut être physique, du papier, des classeurs. Il faut que ces éléments, ces informations soient transmis donc à la nouvelle mandature. Ensuite, les identifiants et mots de passe, donc effectivement dans le côté dématérialisé, il y a des plateformes en ligne, des codes d'accès d'ordinateur par exemple, donc il est nécessaire de communiquer tous ces identifiants et ces mots de passe, même peut-être du coffre s'il y en a un, tout ce qui est sécurisé.
Ensuite, les informations sur les litiges en cours. Il peut y avoir effectivement quelques litiges envers, alors ça peut être avec des salariés, ça peut être avec des fournisseurs. Il faut transmettre à la nouvelle mandature pour suivre, on va dire, ces litiges en question. Ensuite, nous avons le règlement intérieur du comité qui est à transmettre, des activités sociales et culturelles, mais aussi des différentes commissions, que ce soit les commissions obligatoires ou les commissions donc facultatives. Et dans un dernier temps, nous aurons donc la charte RGPD, donc de protection des données, qui est également donc à mettre en place et à transmettre donc au mandat suivant. Je vais ensuite laisser la parole à William qui va prendre la suite. Oui, donc si vous êtes en prise de mandature, il y a forcément des décisions importantes à prendre et des choses à mettre en place à la prise de mandat. Donc forcément, la relation avec la banque, en tant que trésorière du CSE, vous avez charge à vous d'avoir les habilitations bancaires, donc de gérer la trésorerie, ça se fait à travers les comptes bancaires. Donc première chose à faire, c'est la relation avec la banque et de mettre à jour les habilitations. On est arrivé dans une fin de cycle électoral, on a accompagné les élus là, dans leur rapport de fin de mandat ou dans leur prise de mandature, et on s'est aperçu que bien souvent, les habilitations ne sont pas forcément mises à jour. Il y a un exercice qui est possible de réaliser, c'est la circularisation bancaire. Donc vous demandez à votre banque une circularisation, ça vous donnera un état des lieux de toutes les personnes habilitées à signer. On s'aperçoit de temps en temps que des anciens élus bien partis depuis un certain temps, ont encore la signature. Donc ça, c'est important, bien mettre à jour les habilitations bancaires. La relation, bien sûr, avec vos fournisseurs, parce que vous pouvez être amené à digitaliser votre offre de prestation à travers des plateformes, hein, c'est un exemple. Il faut donc mettre à jour le contact, l'interlocuteur que vous avez doit être au courant que c'est désormais vous qui êtes aux manettes. Donc ça, c'est important. Lauriane vous a évoqué le rapport de fin de mandat qui était une obligation, mais évidemment, ça ne s'est pas fait dans tous les CSE, donc vous pouvez arriver sans forcément un compte-rendu ou un rapport et cet état des lieux qui a été fait. Donc, il faut absolument prendre contact avec l'ensemble de vos prestataires, voir s'il y a des contrats en cours, voir si vous êtes engagé de façon pluriannuelle, parce que je vous ai évoqué des plateformes, c'est généralement des contrats qui s'échelonnent sur 3 ans. Donc il est important de bien prendre connaissance de tous ces contrats, de sorte à pouvoir les dénoncer en temps et en heure si vous le souhaitez. Il y a également des engagements que la précédente mandature a pu prendre sur des prestations. Imaginons un séjour, un week-end, un voyage. Eh bien, il se peut que des acomptes aient été versés, qu'un solde reste dû. Donc ça, c'est pareil, faire bien l'état des lieux des prestations en cours, même engagées par la précédente mandature, de sorte à être à jour avec vos fournisseurs. Donc voilà, on a vu la relation avec les banques et naturellement les fournisseurs. Alors, je te propose, tu as reparlé du rapport de fin de mandat, on va faire un petit sondage avant de faire la suite, d'accord? Donc, normalement, sur votre écran va s'afficher donc l'information transmise par les anciens élus vous semble-t-elle suffisante pour votre mandat? Donc, on vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre à ce sondage. Je pense que ça devrait être bon. Je pense qu'on peut continuer, William? On enchaîne. Allez, c'est parti. Donc les relations avec la direction. Alors, on a vu qu'il pouvait y avoir des reliquats entre guillemets, de dettes ou de factures à honorer, mais il peut aussi y avoir des créances à récupérer. Et généralement, c'est le cas sur les subventions, puisque dans bien des cas, la subvention que vous percevez sur l'année N est basée sur la masse salariale de l'année d'avant, puisque au moment où la subvention est versée, la masse salariale de l'année en cours n'est pas connue. Donc il se peut qu'il y ait des reliquats de subventions à percevoir. Donc ça, c'est important que vous vous rapprochiez de la direction et que vous leur demandiez une attestation des subventions, c'est-à-dire un récapitulatif des sommes dues sur l'année. Comment cette somme est calculée? Généralement, c'est par accord que vous avez fixé ces modalités de calcul de la subvention. Donc ça vous permettra d'avoir un récapitulatif du montant dû, du montant qui a été effectivement versé sur l'année et donc du solde restant à percevoir. Les relations avec l'URSSAF, bon, eh bien, si vous êtes employeur,
ce qui est rarement le cas hein, sur la typologie petit CSE, mais si vous l'êtes, il faut bien sûr mettre à jour votre immatriculation URSSAF. Il serait bon également, du moins c'est notre conseil, hein, vous arrivez en prise de mandature, de faire un état des lieux des différentes prestations qui ont été proposées sur les années précédentes, de sorte à s'assurer que les tolérances URSSAF ont été respectées. Elles sont parfois pas connues, parfois mal maîtrisées, donc c'est important qu'à votre prise de mandat, vous soyez à l'aise avec les prestations qui ont été versées les 3 dernières années, puisque vous prenez mandat, donc c'est vous qui allez être l'interlocuteur d'un éventuel contrôle URSSAF, et comme l'a précisé Lauriane, le contrôle URSSAF s'établit sur les 3 dernières années. Donc vous pourriez être responsable, entre guillemets, d'un éventuel redressement sur des prestations qui n'auraient pas été dans les clous. Donc, ça, c'est une première chose, mais il y a aussi également, ça, si jamais il y a eu un contrôle URSSAF, de en demander les conclusions. Donc, les conclusions, puisque c'est toujours l'employeur qui se fait contrôler, hein, le contrôle URSSAF, c'est l'employeur qui se fait contrôler, puis ensuite, il redescend au CSE. Donc, les conclusions sont remises à la direction. Donc, si jamais pour s'assurer si jamais il y a eu un contrôle URSSAF, il serait bon de vous rapprocher de votre direction et d'en demander les conclusions. C'est important parce que si redressement il y a eu, il faut absolument corriger hein, le tir de sorte à ne pas renouveler l'erreur et se faire de nouveau régulariser. Voilà. Important sur les relations avec l'URSSAF, recenser, classer les factures d'achat. Donc on l'a dit, bien garder pendant 10 ans les pièces comptables. Ça va au-delà également, il faut absolument que vous teniez des listings des bénéficiaires de vos prestations. Vous êtes amené à proposer des bons d'achat, très bien. Tenez un listing précis de qui a perçu ces bons d'achat et le montant. Hein, ce sera pareil sur toutes les prestations. L'URSSAF vous demandera ces listings. C'est quelque part le moyen de contrôler à qui vous avez donné et combien vous avez donné. Voilà. Alors, dans la suite, effectivement, des premières décisions à prendre, on a également donc les relations aux bénéficiaires, d'accord? Donc, lorsqu'on prend la mandature, il est important de connaître donc le public à qui on s'adresse. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des petits sondages, des questionnaires, voilà, se rapprocher un petit peu des bénéficiaires pour connaître hein, éventuellement qu'est-ce qu'ils apprécieraient donc dans les fameuses activités sociales et culturelles. Et au-delà de ça, donc vous, en tant qu'élu, vous devez définir donc la notion de bénéficiaire, les ouvrant droit, ayant droit. Est-ce que c'est juste pour les salariés? Est-ce qu'on prend aussi donc les salariés retraités? Est-ce qu'on prend également les familles des salariés? Il faut cadrer à ce niveau-là pour savoir qui rentre dans la notion de bénéficiaire. Dans un deuxième temps, donc élaborer et voter les budgets. C'est un passage donc important pour la bonne gestion, d'accord? Donc, ce qui est bien, c'est de voir déjà qu'est-ce qui a été fait auparavant, analyser donc l'utilisation des budgets sur la période précédente, comment l'ancienne mandature a utilisé le budget, comment il a établi lui-même hein, son budget, voir comment les chiffres ont parlé par la suite, d'accord, les chiffres finaux. Donc, s'appuyer en fait sur des documents au final, hein, qui ont été établis et clôturés. Donc, on peut effectivement s'appuyer sur les fameux états obligatoires comptablement pour élaborer et faire le budget. D'accord ? Ensuite, donc, il faut analyser les marges de manœuvre financières pour le mandat à venir. Donc, qu'est-ce qui reste pour le coup de la dernière mandature et ensuite voir ce que vous allez percevoir. Donc, ce qui est bien, c'est de voir aussi avec la direction qu'est-ce que vous allez éventuellement toucher pour éventuellement donc faire au plus proche un budget au plus réel. D'accord ? Ensuite, donc, faire les hypothèses d'activités et de critères sociaux à mettre en œuvre. Donc, effectivement, il faut définir des critères sociaux pour certaines activités, notamment les chèques vacances. Hein, il y a des critères qui sont obligatoires à mettre en œuvre. Donc, il faut bien se concerter entre élus, se consulter au cours des réunions et mettre en place donc les fameux critères sociaux pour que vous puissiez donc définir clairement comment sont réparties les activités et auprès de qui. Ensuite, il faut soumettre donc le budget en séance plénière, d'accord, et en préciser sa valeur, effectivement. Donc, une fois que le budget a été établi, il faut qu'il soit voté, donc présenté et voté. Nous avons ensuite donc le règlement intérieur. Donc, peut-être que la précédente mandature n'a pas, ça arrive, hein, établi de règlement intérieur. Normalement, il faut avoir un règlement intérieur dans le CSE. D'accord? Donc déjà, on s'assure de la mise en conformité du règlement intérieur avec le cadre du CSE. Ensuite, dans le règlement intérieur, il faut prévoir en fait le cadre en général sur plusieurs points. D'accord? Au niveau donc déjà du, on va dire,
règlement des dépenses, les plafonds, les doubles signatures ou le choix des fournisseurs, il faut se mettre d'accord au niveau des élus, comment se répartir, vers qui aller. Donc, tous ces éléments, c'est bien de les mettre en œuvre, de les définir dans le règlement intérieur, d'accord? Notamment aussi sur les notes de frais, donc les dépenses, les charges de frais des élus. Il est bien de les cadrer, de savoir un petit peu, donc en relation forcément avec le budget, mais de connaître les limites de dépenses éventuellement de chaque élu, quitte à prendre des décisions exceptionnelles s'il y a besoin parfois de renouvellement de matériel ou autre. D'accord? Et donc, éventuellement, aussi préciser des règles de cession de matériel du CSE. Le règlement intérieur, voilà, je pense que vous connaissez un peu sa fonction et il permet effectivement de cadrer toutes les règles de vie, en fait, du CSE. Ensuite, il est nécessaire donc de mettre en place des procédures de gestion et de les adapter, donc toujours à cette nouvelle prise de mandature. D'accord? Donc, répartir la gestion des tâches. Vous êtes plusieurs élus. Selon le nombre, essayez de séparer les tâches, d'accord? Que des personnes peut-être s'occupent de faire des devis, d'autres s'en occupent de réceptionner les factures, d'autres s'occupent du paiement. C'est bien d'avoir un départagement en fait des tâches. Si vous avez une caisse, même si nous préconisons de ne pas en avoir parce qu'effectivement, l'espèce, ça peut être vite compliqué. Mais si vous avez une caisse, sachez qu'il faut restreindre au maximum donc l'accès à ce moyen de paiement, d'accord? Donc peut-être limiter le nombre de personnes qui auraient accès à cette caisse. Dans tous les cas, il ne faut pas payer les fournisseurs en espèces. Il faut le faire par virement, par prélèvement. Mais en tout cas, si vous le faites, il faut historiser donc toutes les traces d'espèces. D'accord, que ce soit en encaissement ou décaissement, il faut tenir un livre de caisse et tout historiser. Là, je rebondis, donc je parle de la caisse, mais il est nécessaire donc à chaque date de clôture, d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu dans l'état patrimonial, de faire des stocks, de faire l'inventaire des immobilisations, puisque tous ces biens en fait appartiennent au CSE. Donc, vous devez, on va dire, historiser tous ces éléments pour que par la suite, vous repreniez, voilà, on va dire l'historique tout simplement, et puis continuer avec ce que le CSE possède déjà, et ensuite continuer. Ensuite, vous faites des choix d'organisation, donc ça c'est propre à chaque CSE, d'accord, que ce soit dématérialisé ou en papier. Dans tous les cas, il faut pouvoir retrouver les documents, vous l'aurez compris. Et ensuite, donc, envisager éventuellement donc, les moyens de déléguer afin de libérer du temps, effectivement, parce que le rôle d'élu, eh bien, c'est aussi surtout voilà, faire ses actions. Mais il y a aussi ce côté administratif qui est obligatoire. Si on peut le déléguer, pourquoi pas? Et donc, voilà, c'est aussi des choix, des discussions à avoir et faire. Je te laisse la main. OK. On va rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc, vos obligations comptables, vous êtes petit CSE, donc les obligations comptables sont retranscrites dans je vais appeler ça une notice de l'autorité des normes comptables. L'autorité des normes comptables va édicter les règles comptables afférentes au petit CSE. En ce qui vous concerne, petit CSE, ce sera la 2021-06. Dans cette notice que vous trouverez certainement en ligne, on vous la diffusera, mais sur Internet très facilement, ça fait 9 pages, rien de très compliqué. Dans cette notice, l'ANC nous dit exactement ce que l'on doit faire pour tenir notre comptabilité. Donc les petits CSE, c'est une comptabilité ultra simplifiée. Par là, on entend quoi? Une comptabilité qui se base sur vos relevés bancaires, le reflet de vos relevés bancaires. C'est une comptabilité de trésorerie, donc on vous demande dans l'année de tenir un journal des dépenses recettes par compte bancaire. Et dans ce journal des dépenses-recettes, vous allez simplement suivre la trame de vos relevés bancaires et catégoriser chaque dépense, chaque recette par le libellé qui va bien. Donc, si c'est un bon d'achat, chèque vacances, c'est bien en face du mouvement sur votre relevé bancaire bon d'achat, chèque vacances, vous mettrez cette catégorie-là. Voilà, l'idée, c'est de tenir véritablement un journal de dépenses-recettes toute l'année. C'est ni plus ni moins que ça. On ne va pas parler de plan comptable, on ne va pas parler de compte comptable, on est vraiment sur une comptabilité ultra simplifiée, c'est le terme. Ça, c'est le premier document, journal des dépenses-recettes ou livre chronologique des dépenses-recettes. Donc, un par compte bancaire, très important, un par budget en gros. Le deuxième état, c'est de synthétiser ce journal de dépenses-recettes dans un état des dépenses-recettes. Ici, c'est simplement de venir résumer votre année, tout ce qui s'est passé par nature d'activité, que ce soit en dépenses et en recettes, et puis de faire la somme de toutes les opérations de chaque activité. Voilà, c'est un état récapitulatif de vos dépenses et vos recettes. Vous en ferez un par budget, donc un pour les œuvres sociales et un pour le fonctionnement. Ça vous permettra de dresser la totalité de vos dépenses sur le budget social, la totalité de vos recettes sur le budget des œuvres sociales, et puis d'en calculer un résultat.
Voilà. Ce résultat, il sera si négatif parce que plus de dépenses que de recettes, ce qui peut arriver, puisque vous avez décidé de faire une année un peu exceptionnelle et que vous aviez de la trésorerie de côté. Il sera déficitaire s'il est négatif, et il sera excédentaire s'il est positif. Ça, c'est le deuxième état. Le premier état, journal des dépenses-recettes. Deuxième état, état des dépenses-recettes. Le troisième, c'est un petit bilan qu'on appelle état de situation patrimoine. L'idée, c'est que quand on n'a pas une comptabilité très poussée, on n'a pas de bilan à proprement dit, on fait un petit état de notre patrimoine en date de clôture. Si vous clôturez au 31 décembre, l'exercice se fera au 31 décembre. On se positionne donc au 31 décembre et on fait le comptage de nos biens. Donc si vous avez acquis du matériel dans l'année, par exemple un ordinateur, bien c'est simplement les lister. Attention, on garde bien la trace de tout le matériel acquis les années précédentes. L'idée ici, c'est de faire l'inventaire des biens d'une certaine valeur acquise par le CSE et qu'on en garde une trace, un inventaire, sorte à avoir une continuité au fil des ans. Le deuxième comptage qu'on vous demande de faire, c'est vos stocks. Il se peut que vous ayez des billets en fin d'année, des bons d'achat que vous n'avez pas encore distribués au 31 décembre. Simplement d'en faire le comptage, c'est-à-dire la quantité, le prix unitaire par billet, et puis le valoriser le montant total. Le troisième état, le troisième item qu'on va devoir remplir, ce sont vos créances. Vous faire un état des lieux de vos créances au 31 décembre. Simplement se positionner au 31 décembre et se dire qui me doit des sous, quelles sommes je n'ai pas encore récupérées, et simplement les lister. On aura un quatrième item, on avait les créances, et on aura les dettes. Même exercice. Le cinquième, simplement remonter la position de vos comptes bancaires, parce que c'est bien que tout le monde sache au 31 décembre où vous en êtes. On est sur du petit CSE, vos réserves sont le reflet de vos comptes bancaires, globalement. Et le sixième item, c'est un suivi de la subvention, on le détaillera un peu plus loin. Mais voilà, donc voici vos trois états comptables. À ces trois états comptables, il y a deux autres rapports, le rapport du trésorier, le rapport d'activité. Donc le rapport d'activité, c'est venir vulgariser un petit peu votre exercice et raconter ce qui s'est passé. Donc venir apporter des éléments quantitatifs et qualitatifs à vos prestations. J'ai organisé un voyage, je raconte un peu ce qui s'est passé dans ce voyage, combien j'ai eu de participants, combien j'ai demandé de participation aux salariés, etc., etc. Troisième, donc deuxième, vous aviez les états comptables, et là on est sur un extra comptable, le rapport d'activité. Quatrième état, le rapport sur les conventions passées. Il est un peu méconnu celui-ci, mais il est quand même important. Ce rapport sur les conventions, ici l'idée c'est quoi? C'est de remonter des transactions particulières qu'il y aurait eu entre un élu et le CSE. On comprend bien que les élus ont accès plus facilement aux moyens du CSE. Donc, si jamais un élu a bénéficié particulièrement d'une transaction par le CSE, il faudra le remonter dans ce rapport. Attention, on ne parle pas ici des prestations d'activité sociale et culturelle, mais je prends l'exemple toujours du prêt. Voilà, si le comité a décidé de faire un prêt ou un secours à un élu du comité, ça fait partie d'une convention passée. Donc, ce rapport, 92% du temps, on n'a rien. Mais si jamais il y a une transaction de ce type, il faut le remonter dans ce rapport. Voilà pour l'ensemble de vos obligations comptables et puis extra-comptables. Alors, pour illustrer ce que vient de vous dire William, ici, on vous montre un modèle d'état annuel des dépenses et recettes. Donc, vous verrez qu'il se décompose, comme son nom l'indique, avec des dépenses et des recettes. La particularité, bien sûr, dans les CSE, vu qu'il y a deux budgets, celui-ci donc va être catégorisé donc en attribution économique et professionnelle. Donc on a une première section dite aussi fonctionnement, d'accord? Et on a la section donc activité sociale et culturelle. Donc comme on l'a dit, en fait, au final, c'est un livre de dépenses et des recettes. Donc c'est vraiment toutes les dépenses et les recettes que vous avez reçues sur le compte bancaire au cours de l'année. Donc ici, il y a un modèle type, effectivement, avec tous les types de dépenses et de recettes, comme des tâches administratives, des expertises et missions économiques, si vous faites appel effectivement à un expert comptable, ou encore des comptes rendus de PV, de la formation, des autres dépenses, de la communication avec le personnel. D'accord? On a de l'autre côté donc les recettes, les diverses subventions que vous pouvez recevoir. Ici, on retrouvera l'excédent ou le déficit, comme l'a dit tout à l'heure William, selon si vous avez fait donc plus ou moins de dépenses. Juste en dessous, on a donc le même type, on va dire, de tableau de cases, en fait, mais bien sûr, selon le côté analytique de l'activité sociale et culturelle, de l'événementiel, du sport, de la culture, des loisirs. Donc, toutes ces cases sont remplies en fonction, effectivement, des activités que vous avez mis en place. De l'autre côté, on retrouve toujours donc, le côté, effectivement, recettes, donc la contribution de l'employeur. Et il peut y avoir donc diverses recettes, comme participation de salariés, ou encore des dons et legs, des revenus de biens. Je ne vous détaille pas tout, mais en tout cas, chaque catégorie a sa case et donc vient les remplir s'il y en a.
pour ensuite construire l'excédent ou le déficit, toujours donc au niveau activité sociale et culturelle. Et en bas du tableau, on voit effectivement et AEP et ASC, est-ce que globalement c'est un excédent ou un déficit? Donc ça, c'est pour le modèle d'état annuel des dépenses et recettes. Et on retrouve donc le modèle d'état de synthèse simplifiée du patrimoine. Donc on l'a évoqué un petit peu plusieurs fois, effectivement, mais c'est ce type de tableau qu'il faut remplir. Et pour le coup, donc on voit effectivement dans les détails, par exemple, pour le premier point, les biens et placements, que ce soit des terrains, des immeubles, du matériel de bureau qui va se retrouver ici. La billetterie, donc les stocks de billetterie dont a parlé William dans un second temps, le deuxième tableau. Ensuite, les créances, donc les différentes créances participants ou autres créances, il faut effectivement remplir donc selon la catégorie qui est concernée. Je rebondis juste sur le fait qu'effectivement, il y a la valeur à la clôture de l'exercice précédent qui doit être donc mentionnée aussi sur cet état. D'accord ? On a ensuite les disponibilités, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les comptes bancaires, les livrets ou encore la caisse. Et les différents emprunts et dettes, donc sommes à verser donc, par le comité, qui peut être également donc rempli s'il y a des emprunts ou dettes. Et en dernier lieu, on a le suivi de la subvention et de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, puisqu'effectivement, il faut répertorier donc les soldes que vous avez reçus, d'accord, ce que vous avez perçu dans l'année, ce que vous devez encore recevoir. C'est là où disait William tout à l'heure qu'il faut demander à la direction donc un état effectivement de la subvention que vous êtes censé percevoir. Donc voilà brièvement comment se matérialisent au final ces états. Je crois qu'il y a un deuxième sondage qui doit être mis en place. Donc la deuxième question, vous sentez-vous à l'aise avec les documents comptables à produire pour la séance plénière d'approbation des comptes annuels? Donc les fameux documents dont on vous a parlé, est-ce que vous vous sentiriez à l'aise de les produire? Alors, on voit effectivement que les réponses sont un petit peu partagées, hein, c'est normal. C'est un peu mitigé entre à l'aise, pas trop à l'aise. Hein. Oui. On a effectivement voilà, plusieurs réponses Tout à fait. À ce niveau-là. Donc, on va essayer de remédier à ça sur le temps qui nous reste. Je récapitule. Hein. Un journal des dépenses-recettes qui doit refléter ce qui s'est passé sur votre relevé bancaire. Vous ouvrez un tableur Excel, vous créez deux onglets, un pour le fonctionnement, un pour les œuvres sociales, et vous retranscrivez sur votre onglet votre relevé bancaire, simplement en face de chaque ligne, bien catégoriser la nature de dépenses-recettes. Le deuxième état, c'est de synthétiser tout ça dans un état de dépenses-recettes. Le troisième état, l'état de situation de patrimoine, donc l'inventaire des items qu'on a vu tout à l'heure au 31 décembre. Votre rapport d'activité qui est assez libre dans son format. Simplement, voilà, il faut bien aborder la thématique de l'organisation de votre comité, puis raconter un peu ce qui s'est passé sur vos deux budgets. Et voilà, ça c'est le rapport d'activité. Dernier état, rapport sur les conventions passées. Donc voici tout ce que vous devez produire. Là, on aimerait consacrer la dernière partie de notre temps à vous illustrer un petit peu notre méthodologie de travail, parce que nous avons constaté qu'au fil des ans, bien que vous n'ayez pas l'obligation de faire attester vos comptes par un expert comptable, il y a quand même une sollicitation assez élevée sur l'accompagnement des petits CSE. Donc, on a mis en place au fil des ans une méthodologie de travail, et c'est ce qu'on voudrait vous montrer. Ça se fait à travers un outil, hein, donc on va juste le temps de vous le partager, mais l'idée ici, c'est bien sûr vous présenter l'outil, mais c'est également vous illustrer notre méthode de travail et comment arriver à produire votre comptabilité. Hop, une petite seconde. Voilà, donc je vous repartage l'écran pour que vous puissiez donc prendre connaissance physiquement. Bon, l'idée ici, c'est vraiment à travers, voilà, c'est notre méthode de travail, voilà comment on accompagne les petits CSE au quotidien et dans la production de leurs états comptables. Donc, on a mis en place une solution en interne sur laquelle on accède très facilement en ligne sur votre assistance ecafi.com. L'idée de ce module, c'est qu'on vient synchroniser vos comptes bancaires avec notre outil, de sorte à importer vos relevés bancaires tous les jours.
Ça nous permet, et ça nous permet de suivre au quotidien votre comptabilité de façon simplement, mais très simple d'utilisation. Donc, on importe vos relevés bancaires. Hein. Alors, c'est un outil vraiment très simple. Hein. Vous n'avez que 4 ou 5 boutons ici. Mais l'idée, voilà, c'est que notre outil importe vos relevés bancaires ici. Tous les jours, hein, il vient faire la photo et il rapatrie ça. On n'a plus qu'à ranger chaque ligne dans la bonne catégorie de dépenses et de recettes. Comme vous voyez ici, je clique là, et puis je viens dans un menu déroulant, et bien toper la dépense ou la recette concernée par le mouvement. On fait ça au quotidien, tous les mois, tous les 3 mois, quand on a le temps. Mais l'idée ici, en faisant ça, c'est qu'on tient notre journal de dépenses-recettes. Au fur et à mesure de nos affectations, notre journal s'alimente et donc on peut, une fois que nos alimentations sont réalisées, le télécharger. Et voilà le premier état construit, journal des dépenses-recettes. Je l'ouvre pour vous illustrer. Comme je vous dis, l'idée, c'est aussi de vous proposer une méthode de travail. Et donc, voici à quoi doit ressembler votre journal des dépenses-recettes. La date de l'opération, le libellé, le libellé, c'est vous qui allez le définir selon la nature de l'activité. Le mode bancaire, comment ça a été fait, le montant, bien sûr, l'exercice concerné, donc l'affectation, on retrouve alors le libellé ici que vous retrouvez, c'est pas le libellé du relevé bancaire, l'affectation, c'est ça, c'est le compte, c'est la nature de dépenses et recettes que vous allez définir. Le budget concerné, voilà. Donc l'idée de cet outil, c'est comme ça qu'on travaille avec les élus de petits CSE, c'est de tenir votre journal de dépenses-recettes très simplement en affectant des écritures. On ne fait pas de comptabilité, simplement on range les mouvements dans la bonne catégorie de dépenses et de recettes. Tu veux dire du coup que les élus peuvent prendre en main donc cet outil, c'est ça? Absolument. L'idée ici, c'est qu'on vous crée une session, vous y accédez via votre assistant cecafi.com. Bien sûr, on est là au quotidien, mais l'idée, c'est que vous vous appropriez cet état-là, puisque vous connaissez mieux que nous vos dépenses et vos recettes. Et donc, l'idée, c'est que quand vous avez le temps, vous les rangez. Bien sûr, l'accompagnement est quotidien et que s'il y a une question, on est là. Ça, c'est le premier étage, journal des dépenses-recettes. Là où le module a une petite valeur ajoutée, c'est que lorsqu'on range nos écritures, ça vient alimenter automatiquement le deuxième état, l'état des dépenses et des recettes. Donc pour ce faire, vous l'avez en consultation ici dans vos états de gestion. Et ça vous permet, d'une pierre deux coups, ça vous permet de suivre votre budget, à la fois sur les œuvres sociales et sur votre fonctionnement. Et puis également de suivre précisément vos activités. Dans la grande famille voyage, je peux avoir, par exemple, réalisé 2 voyages, Cuba, ici, Rome. Mais voilà, l'idée, c'est de suivre précisément vos activités, voir si vous n'êtes pas en dépassement budgétaire, de contrôler également le taux de contribution du comité. Certaines activités, vous pouvez être amené à demander la participation des salariés. C'est à travers ce petit état de suivi aussi que vous pourrez contrôler. Donc, deuxième état, il est bien sûr, une fois complet, téléchargeable. Vous pouvez à ce moment-là télécharger votre état des dépenses et des recettes. Là où nous, on intervient, c'est bien sûr dans l'accompagnement quotidien, mais c'est également dans l'attestation de cet état. Donc, une fois que les affectations sont entièrement réalisées, on récupère les états comptables, donc l'état de dépenses-recettes, et on vient contrôler que les affectations soient bonnes, que les justificatifs sont bien alimentés, etc. Le troisième état de cette situation de patrimoine, on l'a vu tout à l'heure, on parle d'inventaire au 31 décembre, donc vous aurez ici la possibilité également de le pré-remplir. On vous a illustré ici sur un petit CSE. Donc, bien et placement, le secrétaire trésorier se sont achetés un ordinateur pour démarrer leur mandat, donc ce sont les biens et placements de l'année. On a le comptage de la billetterie, donc ici il nous restait un peu de bons d'achat Noël, un peu de chèque NCV, un peu de billets de cinéma. On les a comptés, on les a valorisés. Les créances, donc ici, on a rappelé qu'il peut y avoir un petit décalage dans le versement de la subvention, étant donné que c'est calculé sur une masse salariale N-1. Donc, vous aurez un reliquat au 31 décembre. Ce reliquat se remonte ici en créance. Ça vous permettra aussi de suivre ça. La position de vos comptes bancaires. Le cinquième item, les dettes, les honoraires comptables qui sont généralement facturés en 2 temps. Donc, il restera au 31 décembre le solde. Et puis, votre suivi de subvention. Voilà. Donc ici, le suivi de la subvention, Lauriane l'a évoqué, c'est un peu de tracer où est-ce que vous en êtes sur la subvention. Vous allez percevoir sur 2023 un peu de 2022. Vous connaissez votre montant théorique 2023, mais tout n'est pas perçu au 31 décembre. Vous n'avez pas tout dépensé. Donc voilà, ici, cet état-là, c'est suivre un peu ça, quoi. J'ai vu sur une question tout à l'heure, est-ce qu'il est possible de transférer 10%? Oui, comment c'est calculé ce 10%? C'est sur un éventuel excédent. Donc ici, c'est aussi le but de tracer ça, l'excédent que vous auriez réalisé, puis comment vous l'utilisez sur les années d'après. Donc voilà,
tout à partir de cette... Nous, l'idée dans cette méthodologie, hein, c'est qu'à travers cet outil, c'est notre trait d'union. Hein, c'est à travers cet outil qu'on va interagir toute l'année, mais c'est que tout soit réalisable directement sur l'outil. Voilà pour une présentation de notre méthodologie. Donc ça vous a aussi permis de voir de visu à quoi devaient ressembler les états. Donc journal de dépenses-recettes, vous l'avez vu. État de dépenses-recettes, je vais quand même le télécharger, le diffuser, ça peut être important de le voir visuellement. Donc une présentation sur Excel suffit, hein, bien sûr. Mais voilà à quoi ressemblerait votre état de dépenses-recettes. Donc vous avez la catégorie dépenses. Hein. Alors, toujours deux tableaux, hein. Un pour le fonctionnement, un pour les œuvres sociales. Voilà, mes dépenses fonctionnement, mes dépenses œuvres sociales et le calcul hein, systématiquement d'un résultat. Et puis pareil pour les œuvres sociales. Donc tout ça s'alimente automatiquement au fur et à mesure des affectations et c'est là le plus de notre outil, notre façon de travailler. Quoi. Donc, on voit le fait d'affecter, en fait, hein, tout simplement les écritures bancaires qui vont se synchroniser avec les activités qu'on connaît. Au final, il n'y a pas besoin d'être comptable. Absolument il n'y a besoin d'affecter voilà, les activités en question et ça vient alimenter directement tous les documents légaux. Exactement. Okay. Voilà, c'est très simple. Parfait. Je crois qu'il y a un troisième sondage. Oui, tout à fait. Donc, souhaitez-vous donc découvrir plus en détail l'outil Flash? Je vous laisse répondre. Oui, donc voilà, c'est l'outil Flash, mais nous, voilà, on n'est pas éditeur de logiciels, hein, on est donc, dans l'expertise comptable. Donc l'idée, c'est de vous accompagner d'abord, mais cet accompagnement se fera à travers la mise à disposition de cette solution en ligne, de sorte à qu'on puisse tenir votre comptabilité tous les jours et que vous puissiez également tenir vos comptes. Donc en plus du conseil. En plus du conseil, tout au long de l'année. Des conseils assez élargis, hein, puisqu'on vient bon, à la fois bien sûr sur des problématiques de gestion de budget, etc., mais aussi sur du conseil et du respect de tolérance sur ça, bien sûr. Voilà, l'expertise comptable est quand même une prestation assez globale, totale, et se cantonne pas hein, à la tenue des comptes. Voilà. Très bien. Alors, il nous reste quelques petites minutes. On va peut-être essayer de répondre à 2-3 questions. On va essayer de regarder donc dans la conversation s'il y a des petites questions auxquelles on peut répondre. Alors pour le coup, il n'y a pas d'offre fixe. Hein. Les prestations sont quand même assez indexées à la taille, le volume de vos activités, etc. Mais on a bien conscience qu'on est sur des petits CSE, donc du budget de fonctionnement limité, hein, rien de péjoratif. Mais donc bien sûr que les honoraires se prennent en compte tout ça, et ce sont des prestations tout à fait abordables pour les petits CSE. Quoi. Mais voilà, on ne peut pas dire de prix, ce serait vous mentir que de vous annoncer un prix fixe comme ça. C'est vraiment en fonction de votre volume. La prestation peut également inclure la présentation des comptes en plénière. Vous voyez, il y a quelques options entre guillemets à activer par-ci par-là, mais voilà, on reste quand même dans des honoraires et bien sûr très abordables pour les petits CSE. Sont prises sur les cadeaux aux salariés. Donc là, bon, je vois bien ce que vous entendez par là. Je suppose du moins, parce qu'on voit souvent, Lauriane, que des cadeaux aux salariés, sous prétexte qu'il s'agirait de cadeaux de communication, sont pris sur le budget de fonctionnement. Non, cette pratique n'est pas légale. Hein, c'est une pratique illégale. Après, on le voit à travers notre métier, effectivement, que c'est fait, c'est réalisé. Souhaiter que ce soit logoté. Hein. C'est ça, c'est la communication avec les salariés. Il est nécessaire de passer un message donc, à travers donc, ce cadeau. C'est ça qu'il faut se poser en fait comme question. Quel est le message passé donc, à travers éventuellement ce cadeau? On est voilà, sur un concept de communication et pas de cadeau aux bénéficiaires, parce que si c'est cadeau aux bénéficiaires, eh bien, il faut simplement appliquer la règle de base. Si ça concerne le salarié, alors ça touche les œuvres sociales. On va peut-être prendre une dernière petite question, si on trouve... Alors, peut-être remonter un petit peu. Alors... Ouais, je descends peut-être un peu. Vas-y, je te laisse regarder. Alors, comment faire une charte RGPD? Existe-t-il des modèles? Alors, on vous suggère de vous rapprocher là, directement par contact parce qu'effectivement, on a développé une méthodologie RGPD. Alors, ce n'est pas ici le sujet du webinaire, mais il y a tout à fait toute une procédure qu'il faut conduire. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour ça. Voilà, nous contacter. Pas de souci. Remplir.
Je vais avoir des questions sur les 2 budgets. Concernant les chèques cadeaux, quel est le montant fiscal autorisé par l'URSSAF par salarié? Donc sur les chèques cadeaux, il y a 7 événements dans l'année qu'il faut respecter. Le plafond pour cette année est de 193 € et vous avez le droit de distribuer 193 € par événement et par salarié. Donc si un salarié cumule des événements, que ce soit un mariage, une naissance, Noël, puis qu'elle devient maman, qu'elle devient maman ou papa, on peut cumuler 193 € par événement. Voilà. Pour le plafond bon d'achat. Ce n'est pas le cas pour les chèques vacances et les chèques culture. Il n'y a pas de plafond pour le versement. En revanche, pour les chèques vacances, il y a des critères qui permettront de moduler le versement distribué à chacun qu'il faut mettre en place. Donc ça, c'est très important. Et n'hésitez pas à vous rapprocher par rescrit social de l'URSSAF ou appeler un expert pour vous accompagner dans l'établissement de ces critères parce que c'est très important. Et sur les chèques culture, vous n'avez aucune contrainte. Voilà. Totalement. Ni sur le montant, ni sur les modalités de versement. Total. Et donc, en conclusion, il faut effectivement donc, analyser, enfin déjà avoir donc, tous les documents de l'ancienne mandature, analyser donc, tous les documents que vous avez pu récupérer, donc qui sont désormais en votre possession, et puis adapter en fait avec la mandature actuelle. Donc, on l'a évoqué dans tous les slides, vous pourrez le reprendre par la suite lorsqu'on vous les enverra. Et bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner donc, en sécurisant donc, voilà, le CSE en vous faisant accompagner par des professionnels. Merci. Merci à tous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir été présents, de participer donc à ce webinaire dédié aux petits CSE et notamment d'avoir écouté et regardé donc, la solution Flash qu'on a mis en place. N'hésitez pas, nos coordonnées sont sur le support, d'accord. Donc si vous avez des questions, si vous voulez juste prendre contact, nos coordonnées seront sur le support qui vous sera donc transmis par la suite. Et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous remercier de votre présence. Et un bon appétit, tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.